Bonsoir et bienvenue à tous. Eh bien, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes très jolis. Tout de suite. Donc Eden, comme il vous l'a dit, Selim et Claude, merci à tous d'être venus ce soir pour cette masterclass du coup qui va concerner l'évolution du numérique, l'évolution des nouveaux artistes, le nouveau développement d'artistes par exemple comme Eden, qui est un artiste émergent et qui va du coup nous expliquer comment il va se servir des nouveaux outils, que ce soit les outils que vous connaissez, Snapchat, que ce soit Thriller, avec Claude qui va nous dire également quel est l'outil de Thriller. Il y aura TikTok également, on va parler de TikTok, on va parler également... T'aimes pas quand je dis ça? Il n'y a aucun problème. TikTok est une très belle plateforme, ils font des choses formidables. Pas forcément pour la musique, mais on va revenir là-dessus. artistes. On va revenir là-dessus. On va parler également de la création de contenu, des communautés, des artistes, et également on va revenir aussi sur les maisons de disques, comment ils fonctionnent aujourd'hui avec les artistes. Et on va commencer du coup, Eden, avec toi sur la première question. Aujourd'hui, toi, du coup, tu es un artiste qui vient de signer en maison de disques. Ouais. Tu étais du coup en indépendant déjà pendant plusieurs années même. Ouais. La première question que je vais te poser, c'est pourquoi tu as signé justement en maison de disques? C'est toujours une réponse assez personnelle, dans le sens où je pense que chaque personne a une bonne raison de signer ou non. Pour mon cas, c'est parce que je me suis dit qu'à un moment dans ma carrière, c'était important d'avoir un accompagnement, tout simplement. Je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin forcément de signer aujourd'hui en label. C'est plus les mêmes enjeux qu'il y a 15 ans, où si tu n'étais pas signé chez Universal ou chez Sony, on n'entendait pas ta musique. Aujourd'hui, je pense qu'avec les nouvelles plateformes émergentes, tu as totalement la possibilité de te faire écouter et de faire de l'argent surtout, sans label en fait. Du coup, moi, pourquoi j'ai signé, c'est parce que j'avais l'impression que ça pouvait me faire prendre un gap, autant en termes de moyens pour faire des clips ou d'accompagnement pour atteindre d'autres médias que je n'avais pas déjà. Et donc voilà, et pour évidemment, on va pas se le cacher, l'autre raison c'est aussi l'argent. Ça me mettait... une sécurité supplémentaire pendant quelques années, quoi. Et aujourd'hui, justement, les maisons de disques, ici, on en reparlait tout à l'heure justement avec Claude aussi, c'est vrai qu'ils viennent plus vous voir, ils vont voir des artistes qui ont déjà une communauté, justement, qui utilisent ces nouvelles plateformes. Claude, aujourd'hui, toi, comment tu vois justement l'industrie de la musique aujourd'hui en tant que créateur de plateforme? Nous, de notre côté, on a la sensation vraiment que les labels avec qui on travaille vraiment au quotidien sont de moins en moins orientés vers le développement d'artistes. Ils attendent de trouver des gens qui ont déjà des fortes communautés, puisque nous, ils viennent nous voir régulièrement en nous demandant si on n'a pas justement des influenceurs, des créateurs de contenu sur notre plateforme à leur conseiller pour en faire des artistes et des interprètes et des chanteurs. Donc ils sont plutôt dans une démarche inverse où ils vont d'abord attendre que les artistes se soient développés par leurs propres moyens et arrivent à un endroit de maturité, de rentabilité, on va dire, pour eux, déjà très avancé avant de pouvoir leur proposer un contrat. Ce qui du coup peut être assez dangereux pour les labels, parce que si tu attends que l'artiste ait déjà sa propre communauté, et donc du coup qu'il soit rentable, y a plein d'artistes qui sont déjà rentables sans eux en fait. Donc on rentre dans un cercle assez... Je pense que c'est pour ça qu'ils regardent de plus en plus proche ce qu'on fait sur des plateformes comme la nôtre et sur même des plateformes où il y a des créateurs encore plus jeunes tels que TikTok ou même sur YouTube. Ils sont vraiment à l'affût de ces nouveaux créateurs puisqu'ils savent bien que c'est là qu'ils doivent trouver les talents de demain et il faut qu'ils les prennent avant que ceux-là soient déjà devenus trop gros et donc justement, trop indépendants. J'ai envie de rebondir sur un mot, tu as dit talent. Est-ce qu'aujourd'hui justement on a besoin de talent avec ces nouvelles plateformes pour devenir quelqu'un, devenir un chanteur, devenir un artiste, ou est-ce que justement une communauté peut suffire pour devenir, on va dire, quelqu'un de connu, avoir une notoriété, mais sans forcément avoir de talent? Je pense que c'est un peu piège comme question, parce qu'il faudrait définir la notion de talent, mais je pense que t'as 2 heures. Non, mais t'as pas de communauté si t'as pas de talent, je pense. T'as forcément un talent pour que les gens te suivent plus toi que Michel le voisin. Donc à partir de ce moment-là, pour le label, ça suffit. C'est-à-dire, s'il a déjà réussi à choper, je sais pas, 200 000 auditeurs, le label il se pose pas la question est-ce que tu as du talent ou pas, c'est que tu réussis quelque part et donc du coup ils veulent en être, je pense. Là où je voulais en venir, c'est que Claude disait justement qu'il y a des créateurs de contenu, des influenceurs qu'on appelle plus souvent. Les maisons de disques viennent à toi justement pour dire comment on peut faire pour en devenir un talent, comment on peut faire pour qu'ils deviennent artistes, alors qu'à la base c'est pas forcément, il n'est pas destiné à devenir artiste. Non, mais ça existe depuis très longtemps dans l'industrie de la musique. C'est d'utiliser des personnes qui ont une notoriété, qui ont une existence, on va dire, médiatique déjà forte, et de leur proposer de faire un tour de chanson et de faire un single, voir si ça marche, et après, pourquoi pas les développer sur un peu plus du long terme. Mais c'est vraiment des produits marketing pour eux, c'est pas forcément des artistes sur du long terme comme des gens qui se construisent une carrière dans la musique, c'est plus des opérations marketing de leur part. Ils se le cachent pas, ils le font avec de nombreux artistes. Maintenant, il y a d'autres artistes qui travaillent sur la musique, vraiment. Surtout que
pour dédiaboliser un peu le label, lui, ce qu'il veut, c'est donner de la musique. Après, que ce soit perçu comme un talent ou non, tant que ça vend, tant que ça marche, tant qu'il y a des gens qui sont là pour écouter ça, bah, tout est bénéf pour eux parce qu'ils vont faire de l'argent et je trouve qu'il n'y a pas de mal à... Ah non, il n'y a pas de mal, c'est sûr. Mais c'est différent, je trouve, justement, avec ces nouvelles plateformes, avec Thriller, avec TikTok, justement, cette approche de la musique. Ouais, totalement. Et toi, en tant qu'artiste, justement, on se disait tout à l'heure que pour toi, ce qui est important, je vais citer carrément ta phrase où tu m'as dit, plus il y a d'outils à disposition pour les artistes, mieux c'est. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, pour toi, les artistes utilisent bien ces outils, ces nouveaux outils ? Ça dépend des artistes. En fait, le problème, c'est que... Enfin, le problème. Ce qui est assez intéressant, c'est que même ne pas les utiliser, ça peut être un choix. Par exemple, si on regarde PNL, c'est l'exemple qui va être cité obligatoirement aujourd'hui, c'est que quand tu choisis de ne pas communiquer, c'est déjà un choix. Et c'est déjà bien utiliser une plateforme. Ne pas l'utiliser, ça peut déjà bien le faire. Donc je pense que chaque artiste gère différemment sa communication selon la plateforme. Et je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Non, mais de bonne ou mauvaise façon de gérer un réseau. Je pense qu'il y a des façons personnelles et il y en a qui marchent, d'autres non. Claude, toi, du coup, comment tu vois justement cette utilisation des plateformes par les artistes ? Alors nous, de notre côté, ce qu'on constate fortement, c'est qu'une plateforme comme la nôtre, elle est très utilisée par des créateurs américains, des artistes, des chanteurs et beaucoup de rappeurs. Ça a beaucoup plus de mal à prendre au niveau français et même européen. On était avec Universal en Allemagne et le constat est exactement le même. Il y a un côté beaucoup plus traditionnel dans la manière de concevoir la musique et le rapport des artistes avec ces outils qui sont des outils, on va dire, qui simplifient l'accès à la musique et à la création. Donc ils le regardent d'un regard un peu différent. Aux États-Unis, ils embrassent le truc très très fort, ce qui permet de faire naître même des artistes grâce à des plateformes comme la nôtre et de les emmener à un endroit de carrière qui leur permet d'envisager même une signature avec des labels. Et donc justement, il y a une belle histoire par rapport à ça. Quelqu'un que vous avez pris, on va dire, à ses débuts. Aujourd'hui, vous l'avez emmené justement dans un label pour se développer. Oui, on a 2-3 belles histoires. Donc, la plus marquante pour nous, c'est celle de 10K Cash. Vous avez peut-être entendu parler de ce jeune Américain qui vient d'avoir 18 ans. Il a lancé un challenge sur Thriller pour commencer, qui a été repris ensuite fortement sur Instagram et par notamment beaucoup d'autres rappeurs comme Trippie Redd, comme plein d'autres. Et donc ce Woo-Ha Challenge, je sais pas si vous avez vu, le mec qui jongle sans la balle. Et donc ça a fait un peu le tour de la planète. Et à 18 ans, il a signé un contrat. On l'a emmené rencontrer Def Jam, puisque nous, on travaille vraiment avec les labels. On est partenaire des labels. On a emmené ce jeune talent rencontrer Def Jam, qui est quand même le plus gros label de rap aujourd'hui au monde, oui. Très clairement, et ils lui ont signé un contrat. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est une belle success story qu'on a réussi à mettre en place. On en a 2-3 autres, dont un qui a signé avec Empire Records, qui est un des plus gros labels indépendants. Donc les labels sont ouverts à trouver des talents sur les plateformes, et il y a des vrais talents qui se développent grâce à des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, on atteint justement ces labels grâce à ces nouvelles plateformes-là. On peut atteindre plus facilement ces labels. Quand je dis plateforme, c'est YouTube, c'est Thriller, c'est TikTok, c'est SoundCloud. Justement, aujourd'hui, pour moi, c'est plus simple, même pour ces artistes-là, justement, on va dire, de rentrer dans la musique grâce à ces plateformes, ou pas du tout ? Vous voyez ça comment ? C'est forcément plus simple qu'avant, puisqu'avant, ils n'avaient pas d'autre choix que de passer en radio ou de rapper dans le métro. Donc je pense que... Quand je dis plus, je me suis mal exprimé, c'est vrai que c'est peut-être plus simple, mais c'est aussi peut-être plus casse-gueule qu'avant. Ah bah oui, parce que forcément, il y a à boire et à manger, et il y a des gens qui se rétament aussi sur la place publique, sur ces applications. Si tu lances un challenge, il y a 2 mecs qui participent, t'as pas cassé la baraque, tout le monde le voit, tu vois. Et donc, avant, à l'époque, tu rappais dans ta chambre, et si t'étais nul, c'est bien, tu resteras nul dans ta chambre, il n'y a pas de galère. Mais aujourd'hui, on a tous un pote naze qui rappe, et tout le monde le sait, et voilà, c'est affichage, tu vois. C'est compliqué pour lui. Donc voilà, il y a forcément les deux côtés du truc. Mais de toute façon, je pense que généralement, c'est bien parce que ça force les gens à s'améliorer. Parce qu'en fait, ils ont des... Je vois qu'ils rigolent très fortement là-bas, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'il a le même pote en commun. Vous avez un pote en commun qui est très nul et vous n'osez pas lui dire, c'est ça ? C'est ça. Il va pas s'en remettre. non, mais c'est vrai. Mais c'est cool parce que du coup, t'as des commentaires de tout le monde, positifs comme négatifs, et t'as envie de faire mieux, je pense. Alors que si tu restais tout seul dans ton coin, tu serais resté nul et malheureux, tu vois. Justement, quand tu dis que tu as envie de faire mieux, est-ce qu'aujourd'hui, justement, en tant qu'artiste, ta communauté, justement, toi, tu vas l'utiliser pour tes projets ? Est-ce que tu vas énormément écouter ta communauté quand ils vont te conseiller ? Ou c'est vraiment quelque chose que tu ne considères pas encore à 100% ?
pour tes Bah, projets? moi qui veux devenir maître du monde, je veux mettre ma communauté à profit. Ouais. Non, mais voilà, on peut citer là l'exemple. Par exemple, je voulais interpeller Footlocker parce que je veux absolument qu'on me donne des baskets gratuitement, comme toute personne normalement constituée. Et du coup, bah, totalement logique, je leur ai envoyé une armée d'adolescents les mentionner c'est ça sur aussi Instagram, la tu vois, et force. ça fait trop plaisir. Parce Et que, C'est ça la force du coup de ces nouveaux. mais oui, ces parce nouveaux que médias. en vrai, les gens, ils ont aucun intérêt. Ah si, bah s'ils me voient avec des belles baskets dans des clips, donc ça reste cool quand même. Mais eux, ça leur apporte rien. Ils prennent de leur temps pour mentionner des trucs et ça fait plaisir aux gens de m'aider en fait, tout simplement. Et c'est que de l'amour et ça fait trop plaisir, tu vois. Et comment justement tu as fidélisé cette communauté-là pour qu'ils s'engagent pour toi, comme tu dis, que de l'amour, qui tweet par milliers, justement Footlocker, qui a réagi d'ailleurs, donc ça a fonctionné, très belle méthode. Bah, en portant des belles baskets, hein. C'est- Donc non, mais en fait, je pense que tu arrives à choper des gens à partir du moment où tu leur parles. Je pense quand tu fais une musique qui les touche. Donc bah, je dis pas que je touche tous ceux qui mettent des j'aime sur Instagram, tu vois, mais je pense que les gens qui vont se bouger, et encore, on est en 2019, donc j'en demande pas trop, je demande juste d'identifier une marque, tu vois, mais c'est déjà énorme. Et C'est une action. c'est déjà énorme aujourd'hui. Et les gens qui font ça, je pense qu'ils sont touchés par ce que je fais quelque part, qu'ils se ressentent dans la musique que je propose, et du coup ils ont envie de faire partie du projet à leur petite échelle, comme quand il y a un challenge qui est mis en place par un artiste et que les gens le font déjà parce que ça les fait délirer, je pense, et de deux parce que ils ont aussi envie d'être de cette belle histoire. Donc, Et de créer une histoire justement avec l'artiste. Oui, je pense que le concept des challenges et du contenu qui est créé par les auditeurs et par les fans, c'est aussi un moyen de remercier, de rendre à l'artiste ce qu'il nous donne. Et c'est ça qui est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, avec tous les outils qui sont à la disposition de tout le monde, la relation entre l'artiste et ses fans est vraiment pour la première fois extrêmement simplifiée. Et je pense que c'est quelque chose qui me manquait dans l'industrie musicale. Donc les gens, ils allaient au concert, ils affichaient des panneaux pour montrer aux fans, à l'artiste, qu'ils étaient vraiment, vraiment fans. Aujourd'hui, ils peuvent agir pour aider leur artiste favori, que ce soit en l'aidant à décrocher des contrats avec des marques ou en gagnant en notoriété, en faisant des millions de vues, en diffusant 10 000 ou 15 000 vidéos différentes, en utilisant le son d'un artiste pour le promouvoir. ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que je rebondis parce que avant, quand un clip passait à la télé, il y avait X millions de spectateurs, bah ça marchait, c'était cool, mais je pense pas que les gens se sentaient impliqués derrière leur télé à la réussite de ce clip, alors qu'aujourd'hui tu vas sur YouTube, tu mets un commentaire, on voit tous les firsts, tous les machins, tous les ah je suis là avant le 500 vues si c'est ton pote qui est mauvais, mais ils ont au moins l'impression de faire partie d'un truc et d'amener en quelque sorte l'artiste à devenir Ouais, mais je pense connu, qu'ils ont quoi. plus que l'impression, ils y participent vraiment, vraiment activement, et c'est ça qui est hyper important. Enfin, quand on voit l'histoire que tu racontes pour tes chaussures, qui sont très belles d'ailleurs, c'est vraiment c'est primordial que les gens continuent comme ça à échanger avec les artistes. C'est le principe de ce qui a été mis en place avec les réseaux sociaux, avec Internet. Et vraiment aujourd'hui, il y a un lien qui est fort entre les artistes et leur communauté. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous êtes présents dans cette salle, si vous êtes là, c'est parce que ça vous intéresse, mais il faut continuer à donner cet échange, parce que même si c'est pas de l'argent, que c'est pas quelque chose de payant, c'est quelque chose qui va permettre à l'artiste de vraiment développer sa carrière et de monétiser autrement ce que vous allez lui donner. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez poster une vidéo avec une musique d'Eden, indirectement, vous allez lui faire gagner de l'argent plus tard, ce qui va lui permettre de continuer à créer, de continuer à pouvoir réfléchir à ce qu'il veut devenir et à ce qu'il va créer comme art. Et ça, c'est très important. C'est bête, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mauvais commentaires et de mauvais j'aime sur YouTube, même si ça peut être un commentaire négatif, mais ça t'aide toujours à être référencé en fait. C'est très bien pour l'algorithme d'avoir des C'est ça. dislikes, il faut pas avoir que des likes. C'est ça, en fait, dans tous les cas, tant qu'il y a une action, et je sais qu'il y a beaucoup je sais pas comment on appelle ça, d'utilisateurs fantômes, grosso modo, sur YouTube, des gens Bots. non, pas des bots, robots. mais des gens qui ghostent, qui mettent pas de like, qui mettent pas de commentaires parce qu'ils en ont pas l'habitude, et ils consomment quand même, et ils peuvent énormément apprécier, mais ils ont juste pas l'habitude de mettre un like parce qu'ils voient pas à quoi ça sert ou un commentaire, ce que je peux comprendre. Mais c'est vrai que chaque personne qui fait ça, quand même, elle contribue énormément à la réussite d'un clip ou le fait qu'il devienne viral, en fait. Les bots, c'est autre chose. C'est Mais, bon, j'ai bien compris. Les petits robots. Les petits petits robots, robots, ouais. je ne voyais pas où tu voulais aller avec ça. Et du coup, maintenant, je voulais voir avec toi, maintenant, Claude, on parlait de fidélisation, on parlait de communauté. Comment toi, avec une application comme Trailer, justement, tu arrives à aider ces artistes-là à fidéliser, justement, au-delà des challenges? Qu'est-ce que toi, tu vas proposer à ces artistes? Nous, en fait, on essaie de proposer une plateforme qui est vraiment au service de la création, donc que ce soit la création de contenu vidéo ou musical. Nous, le but du jeu, c'est
justement, quand tu as besoin d'interpeller une marque comme Footlocker, le but c'est que nous, on ait déjà fait le travail et qu'on amène cette marque à disposition sur la plateforme et qu'elle puisse rentrer en contact directement avec les créateurs de contenu et donc qu'elle vous propose justement des paires de baskets à mettre dans vos prochaines vidéos et comme ça les gens vont rester beaucoup plus intéressés à ce que vous allez faire parce que vous allez pouvoir non seulement monétiser votre contenu très simplement. Mais là du coup aujourd'hui vous êtes Trailers peut se placer en tant que du coup plateforme de diffuseur mais également du coup apporteur d'affaires pour les créateurs, ce qui est rare aujourd'hui sur des plateformes. En fait on a créé une plateforme qui rassemble plusieurs choses, c'est vraiment de pouvoir permettre aux artistes de monétiser leur contenu. Donc on peut leur faire des donations, comme sur Twitch, si vous jouez un peu à des jeux vidéo, vous devez connaître. Donc il y a exactement le même système qui est en place, qui permet de faire des donations à des artistes pour soutenir leur projet. On peut, quand on est artiste et créateur de contenu, accéder à des offres de marques qui vous proposent de porter des baskets, un sweat, ou de boire une boisson énergisante dans votre prochain thriller que vous allez diffuser sur les réseaux sociaux. Et donc comme ça, de monétiser en fait votre talent et votre communauté. Donc ça, c'est un moyen pour les créateurs de monétiser en dehors du streaming et des plateformes traditionnelles d'écoute. On va rebondir justement sur ce beau mot de streaming là. Ce beau mot de streaming justement, Eden, toi aujourd'hui, comment tu le vois le streaming avec l'évolution qu'il y a eu encore ces 6 derniers mois, où pendant quelques années, les abonnements freemium contribuaient justement à vos résultats sur des plateformes de téléchargement, sur les plateformes. Aujourd'hui, toutes les personnes, dans la salle, combien de personnes ont un abonnement premium où ils payent sur Spotify réellement, pas craqué, pas volé? Donc, y a pas les codes des parents. Spotify, Deezer ou Apple Music ou YouTube Music. Ah, quand même. Donc il y a quand même pas mal de monde qui paye. Parce que c'est ça aujourd'hui, il y a 6 mois, il y a 6 mois, il y a eu ce changement-là, où tous les abonnements freemium aujourd'hui ne sont plus comptabilisés. Comment toi tu le vois en tant qu'artiste? C'est un pas en moins vers la villa pour la maman, on va pas se mentir. C'est pas faux. Mais non, je trouve, je sais pas, en vrai je comprends pas trop le move. Parce que, en fait, je pense, à mon avis, de base, c'est pour justement contrer les bots. Tu vois, tu lances très très bien les sujets. Très bien. À mon avis, c'est pour ça, parce que ça me paraît logique que ça soit des bots enfin, ils payent pas les abonnements, c'est des bots gratuits. Mais moi, je trouve ça, je trouve déjà que 1500 écoutes d'utilisateurs payants pour un album vendu, je trouve ça un peu violent. Déjà, je trouve ça un peu sécos. Et après, voilà, je pense que l'industrie, c'est normal qu'elle prenne du temps et qu'elle essaie d'évoluer en même temps que le mode de consommation. Mais je trouve ça... En fait, je comprends pas si c'est fait pour que les artistes aient moins de disques d'or, parce que je sais que ça posait problème à la Snap et tout, qu'à chaque fois qu'il y a un artiste rap qui sort un album, il se disque d'or. L'année dernière, c'était impressionnant. Ah ouais, non, si tu fais pas disque d'or, tu vois, moi j'ai entendu dans des labels dire si t'es pas disque d'or, t'as floppé, tu vois. Ah bah oui. Donc la violence. Et donc peut-être c'est pour ralentir ce truc-là. Après, je sais pas si ça le ralentit vraiment, tu vois, mais donc je sais pas si c'est pas. Après, je suppose, mais bon, je sais pas si c'est pour ralentir le rap français véritablement, pour montrer que la variété se fait un peu écraser en France par le rap français. Mais sinon, je vois pas trop pourquoi ils ont fait ça, quoi. Je pense que c'est pas forcément pour diminuer le ratio des rappeurs français, mais c'était pour peut-être équilibrer, parce que comme tu dis, l'année dernière, c'était assez impressionnant les nombres de disques d'or qu'il y avait au bout d'une semaine. Et est-ce qu'on fait pas aussi un peu trop attention justement à tous ces chiffres-là aujourd'hui, avec justement les chiffres qu'annonce en midweek? Ouais, c'est une tare, ouais, clairement. En tant qu'artiste, vous, comment on le prend? On est jugé au bout de 3 jours sur un travail de 1-2 ans. Déjà, le midweek, moi, c'est archi drôle, tu vois. Genre, bientôt, on va avoir le Day One, tu vois, ça va être trop bien, on va avoir la première heure de vente, tu vois. Non, mais ça va arriver, c'est sûr que ça va arriver, tu vois. Et moi, déjà, j'ai beaucoup de mal, c'est ce qu'on disait avant, de me dire que les gens, ils jugent la réussite commerciale de ton album avant de juger de la qualité, tu vois. Genre, ils vont te dire, ah putain, il a fait que 10 000 en première semaine, ce qui est déjà très très bien. Et au lieu de se dire, bah, l'album il est éclaté, ou alors l'album il est super bien, tu vois. Parce que ce qui importe, c'est ça, tu vois. Après, c'est aussi logique que si un truc marche super bien et que tu vois qu'il y a un album qui a fait 60 000 ventes, toi tu te dis, bah vas-y, je vais aller le consommer parce que t'as pas envie de passer à côté du phénomène, tu vois. Justement, on en revient tout à l'heure au tout début où on disait, est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de talent pour justement, parce que tu peux ne pas avoir de talent, mais avoir une communauté tellement énorme, engagée à travers différentes plateformes. C'est un autre problème, ouais. C'est un autre problème parce que c'est vrai que chez les très jeunes, je leur retire pas du tout dessus, tu vois, mais par exemple, c'est vrai que quand c'est pris au Squeezie, ils vont faire du rap, et bah déjà dans le commentaire, tu vas voir, putain, c'est vachement mieux que tous les rappeurs, t'as envie de t'égorger, quoi, quand tu vois ça. C'est enregistré dans tous les cas, donc ouais, t'as tiré là big dans up, tous les tu cas. vois. Mais c'est vrai que c'est la violence parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont juger par rapport aux vues et c'est évident que c'est pris un Squeezie, ils vont faire plus de vues peut-être que Nekfeu même en 24 heures, tu vois. C'est possible, tu vois.
Et pourtant, bon, je pense que Nekfeu il est meilleur. Enfin, je pense. Mais il y aura toujours des gens pour juger la qualité d'un produit à son nombre de chiffres, tu vois. Et, euh, je pense que c'est juste des gens qui n'ont pas de recul vis-à-vis de ça. Tu vois, c'est comme si tu disais que les ch'tis c'était mieux que n'importe quel film parce que ça fait plus d'entrées que ça en France, tu vois. Je pense qu'il y a de la musique pour tous. Quand il y a des gens qui ont déjà des communautés, ils font du rap pour des gens qui écoutent pas trop de rap généralement, tu vois. Où l'auditeur de rap il va écouter le truc et il va faire ouais, c'était drôle, tu vois. Puis il va jamais réécouter le truc. Donc je pense que c'est juste pas fait pour les mêmes communautés. Et le seul problème, c'est que généralement la communauté qui est derrière l'influenceur, elle va tirer sur les gens du rap en mode ah bah tu vois, c'est facile de faire des ventes. Mais c'est un peu ce qui s'est passé avec Mr V, justement. Mr V qui, oh là. non, mais qui pour moi aujourd'hui, Mr V, il a cette palette-là. Il est arrivé sur une plateforme comme Vine. Il a réussi à faire cette transition-là, justement, après avec les autres médias, avec les autres plateformes comme YouTube, en faisant des vidéos. Et aujourd'hui, justement, il a fait son album. Il est certifié. Même, je crois qu'il est certifié platine. Platine, ouais. Exactement. Donc, platine 100 000 ventes aujourd'hui. Mm-hmm. Comment tu vois, toi, les choses? Comment tu vois ouais, mais Mr V, c'est bien. Déjà, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire déjà, ce qu'il le fait, il le fait plutôt bien. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui rappe mal et moi personnellement, je trouve que le produit est bien fait. Ah oui. Donc déjà, dès lors, je trouve qu'il se moque pas des gens. Donc moi, ça me pose moins de problèmes. Et surtout, il se moque pas du rap. Et ça, c'est aussi autre chose. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais il se moque du rap, mais dans d'autres vidéos. Non, il se moque des rappeurs, oui. mais il se moque pas du rap en tant que tel. Tu vois ce que je veux dire? Il se moque pas du genre. Tu vois, il est pas insultant gratuitement. Il va se moquer de Kobalade, mais ça va rester bon enfant, tu vois. Et même Kobalade va taper une barre et ça va servir à Kobalade parce que tout le monde va parler de ça pendant X temps, tu vois. Donc en vérité, c'est un bon move. Mais c'est sûr que les gens qui ont des communautés et qui commencent à faire du rap ou de la folk ou je ne sais quoi, tu vois, ils attirent un panel de gens qui n'écoutent ou ne regardent, parce que parfois c'est aussi des longs métrages, jamais d'œuvres comme ça et on a des dérives assez bizarres dans les commentaires, quoi. C'est vrai que ça peut faire peur un peu des fois. Et tu parlais de Nekfeu aussi tout à l'heure, justement. Je suis obligé de rebondir sur l'actualité qui vient à Nekfeu, qui sort un documentaire le 6 juin pour son projet directement au cinéma. Et l'album, du coup, il sortira le lendemain. Cette communication-là, pareil, qui est totalement différente, sortie d'album au cinéma, c'est... Je te donnerai aucune info. Non, Tu en as non, mais c'est que je trouve. C'est que je trouve que déjà c'est une bonne idée. Après, ça a déjà été fait par plein de monde, surtout des pop stars, genre Prince ou Michael Jackson, ils avaient déjà fait ça, tu vois, en vérité. En France, Alors en France, je sais pas. En France, c'est un des premiers. C'est un des premiers, mais je pense que ça a déjà dû être fait quand même. À voir. Mais à voir s'il n'y a pas un petit Johnny ou un truc qui a quand même sorti un film. Je sais pas, je suis pas spécialiste, mais c'est très probable. Est-ce qu'il y a des fans de Johnny? Non. Personne. Non. Bon. Mais Nekfeu, c'est forcément une bonne idée parce que c'est déjà une bonne idée en termes de marketing parce que sortir un film, enfin un docu-film, on sait pas trop, c'est déjà une bonne idée. T'as donné une info peut-être là du coup? Non, pas d'info. Et en plus c'est cool parce que ça fait réagir tout le monde d'un coup. Tu vois, hier ou avant-hier, il a sorti le trailer sur YouTube et ça affole tout le monde. Tu vois, ça a l'air assez quali. Et je pense que c'est la bonne idée, quoi. De toute façon, on va à la course à la bonne idée quand tu vois PNL qui font stratégie marketing sur stratégie marketing. De toute façon, le marketing et l'image est devenu aussi important que la musique en elle-même. Donc, vaut mieux sortir avec une bonne idée qu'arriver en disant il y a un nouvel album dans 2 semaines, ça va être bien. Tu vois, les gens ils vont s'en foutre de ouf maintenant. J'ai presque envie de te dire, est-ce que l'image justement n'a pas dépassé la musique? Vas-y, je vais être optimiste. Grâce aux plateformes justement de Thriller, TikTok ou autres aujourd'hui mis en place, est-ce que justement toute cette image qu'on peut créer peut nous faire justement évoluer sans forcément, encore une fois... Alors, je sais pas. Je pense qu'il y a une phrase qui résume tout, en fait, c'est Lior Cohen, donc grand producteur américain qui s'est occupé de Jay-Z et de plein d'autres, qui aujourd'hui est directeur de la division musicale de YouTube et qui a dit on est passé de l'âge de l'audio à l'audiovisuel au début des années 90 avec l'émergence de MTV et des chaînes musicales qui ont commencé à diffuser des clips de Michael Jackson et de Madonna, etc., à une ère dans laquelle on est aujourd'hui et qui vient de démarrer, qui est celle du visuel audio business, où il considère qu'aujourd'hui, un artiste qui fait que de l'audio, en fait, n'a aucune chance aujourd'hui d'émerger. Et aujourd'hui, il considère, c'est pour ça qu'il est allé chez YouTube d'ailleurs, très certainement, que le visuel prend le pas sur l'audio et qu'aujourd'hui, l'impact visuel d'un son est indispensable. Quand on regarde la dernière sortie de PNL, le titre ODD, l'intérêt, c'est le visuel. Ils ont payé la Tour Eiffel, ils ont payé un clip que le monde entier a eu envie de regarder, où ils ont fait des vues dans le monde entier, et on a parlé de ce clip avant de parler du son dans le monde entier.
Et ils ont mis 150 000 personnes pendant 24 heures regarder une terre qui tourne sur YouTube. C'est pareil, là, ça montre l'engagement de la communauté. Le clip est sorti à 20 heures. La veille à minuit, ils ont lancé un direct sur YouTube qui a atteint 150 000 personnes. La vidéo, c'était un fond noir avec une terre qui tourne. Et je pense que dans la salle, certaines personnes sont allées. Oui, du coup. Mais c'est quelque chose, moi, quelque chose qui m'impressionne, c'est aujourd'hui de voir comment on peut être engagé. Est-ce que justement PNL, pour toi, c'est par rapport à leur marketing, leur communication, qu'ils ont réussi à engager autant les gens alors que justement personne ne les connaît, on n'a pas d'infos sur eux? Comment ça se fait qu'ils arrivent autant on va dire, à engager les gens avec eux? Moi, je pense qu'il n'y a pas de réponse cash, c'est par rapport à tout. Parce qu'ils sont arrivés avec une nouvelle esthétique visuelle, déjà dans les clips. Le truc du drone, du machin, aller dans la savane, tout ça. Le singe. Le singe, ouais, tu vois. Musicalement, le cloud de cité, tu vois, c'est bête, mais c'était pas fait en fait. Et il fallait des représentants, donc ils sont arrivés à point nommé. L'histoire, tu vois, les deux frères, Andrieux, machin chouette. Enfin, en fait, ils sont arrivés avec le package ultime, ça ne peut pas rater. C'est impossible. Quand tu arrives avec de la novation musicale, de la novation dans l'image, tu as une histoire, parce que ce qu'on t'apprend aussi quand tu fais un peu de management en musique, tout ça, c'est que comment tu repères un artiste, c'est pas s'il est fort. Tu repères un artiste et tu peux le vendre en une ligne à la presse. Aujourd'hui, on vend des histoires, tu vois, des choses auxquelles les gens ils ont envie de se rattacher. Et PNL, c'est très facile de vendre ça, parce qu'il représente énormément de choses. Et en fait, je pense que le marketing, c'est juste la cerise sur le gâteau qui fait vraiment exploser ça, voire même à l'international, parce que maintenant, je pense que c'est plus des rappeurs, on peut dire que c'est des icônes, tu vois. Je pense que c'est peut-être, arrête-moi si je me trompe, mais je pense que c'est peut-être même les seules icônes musicales qu'on ait aujourd'hui en France, avec peut-être Mylène Farmer, tu vois. Genre vraiment, ils sont à un autre stade. C'est exactement la même chose que Mylène Farmer, justement, cette non-communication, cet impact visuel, ce décalage avec le reste, et ce storytelling parfait en termes marketing. Enfin, c'est Mylène Farmer en version urbaine, quoi. Ouais, c'est l'image aussi que j'utilise quand je parle d'eux, et je trouve juste, voilà, je pense pas, du coup on peut pas dire que c'est que l'image, c'est une grande partie, mais s'ils faisaient la même musique que des mecs éclatés des Tarterets, bah ça marcherait pas, tu vois. C'est parce qu'ils font un truc super bien, que je sais pas si c'est la même personne, mais le mec chez YouTube, c'est lui aussi qui leur a fait la part belle il y a une semaine en disant ouais, il y a un truc en France qui défonce. Non, c'est le directeur du label de 300 Entertainment. Ah ouais, mais c'est pas un mec de YouTube? Peut-être qu'il était chez YouTube avant, mais celui qui a fait cette déclaration-là, c'est le directeur du label de 300 Entertainment. Ok, bah voilà, qui a dit que c'était exceptionnel. C'est la même personne, en fait. C'est la même personne. Incroyable. Voilà, c'est la question qu'on se posait. Comme quand on se rejoint. Non, mais du coup, voilà, je pense que même quand tu touches des gens dans le milieu depuis si longtemps et qui sont aussi attachés à l'image, bah, c'est que tu as l'équation parfaite, quoi. Les astres s'alignent entre tout ce qu'il faut, quoi. Et merci du coup déjà Eden pour ces explications. Et j'aimerais aussi revenir maintenant sur un phénomène il y a quelques années qu'on avait eu, qu'on a tous remarqué, que c'était Psy à l'époque justement sur YouTube. Vous vous en souvenez ou pas de cette personne? Là, on va comparer PNL et Psy. Non, justement, c'est ça que j'ai clôturé le débat de PNL. Ok, ça marche. C'est pour ça que j'ai bien dit merci pour toutes ces explications. Yes, et on aborde justement. T'es très vif. Psy. Bah, je vais te laisser commencer. Non, mais justement, c'est fou parce que c'est que de l'image là. Ouais, après, non. C'est quand même, enfin, quand on regarde que ce soit Psy ou même Justin Bieber, c'est des gens qui ont permis aussi l'explosion d'une plateforme comme YouTube. Sans ces artistes-là, YouTube serait pas devenu ce qui est devenu, avec un artiste qui a fait 1 milliard de vues. Psy, ok, on peut juger ce qu'on veut, mais il a quand même fait 1 milliard de vues sur YouTube. C'est le premier à avoir dépassé ce cap-là. C'est le premier artiste qui fait que aujourd'hui, YouTube est devenu la première plateforme pour la musique en termes visuels, et c'est hyper impactant. Un artiste comme Justin Bieber, il a été découvert grâce à YouTube, et un mec comme Psy, il a été découvert par la même personne quand même, hein, entre guillemets. C'est comme Scooter Braun qui a trouvé les deux personnes sur YouTube, mais Psy, il existait déjà sur YouTube avant de faire le fameux Gangnam Style, là, que j'arrive toujours pas à prononcer. Gangnam Style, ouais. Bah ouais, je pense que au-delà de la blague, bah c'est fort parce qu'il a lancé déjà en fait c'était un challenge en fait, c'est juste qu'on appelait pas ça comme ça à l'époque, mais le truc avec la danse ridicule et tout ça, le gimmick, ça me fait penser à, je sais pas pourquoi je rapproche toujours les deux sons What the Fox Say, tu vois, je sais pas si tu vois la musique What the Fox Says, et avec un renard dans la forêt, tu vois, les trucs qui popaient sur YouTube il y a 6 ans. Absolument pas. Non, c'est un classique pourtant, faut cliquer là-dessus, c'est ouf. Et mais pour moi c'est pas une question de talent, c'est juste que en fait je pense que quand tu repères ça, tu te dis ouais, déjà il y a un truc à faire, parce que bon, là je pense que déjà le fait qu'il soit asiatique et qu'il y ait toute l'Asie derrière, parce que en nombre de vues c'est énorme aussi, qu'il soit derrière lui, parce que je crois qu'il le supportait vraiment beaucoup.
ça a fait la différence, quoi. C'est sûr que ça fait la différence. Et justement, tu parles de l'Asie qui fait la différence. On va revenir sur un autre marché aussi qui devrait faire la différence très prochainement. Je pense que tu vois de quel marché je veux parler. Bien sûr, la Hollande. Exactement. Non, l'Afrique, du coup, justement, l'Afrique aujourd'hui qui a pas de stream, qui peut pas streamer parce qu'il y a très peu de personnes qui ont des cartes bleues ou autres. Aujourd'hui, est-ce que ça va être, ils peuvent tout écraser l'Afrique aujourd'hui si il y a le streaming. Ah ouais, je pense que après ça va prendre beaucoup de temps encore parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures. Après, je pense le mieux placé pour en parler, c'est lui. Mais moi, je pense que ouais, ça va être affolant. Le jour où l'Afrique va pouvoir consommer comme nous on consomme en Europe, bah vas-y, mais Aya Nakamura elle va être sur la Lune et tu vois, il y a des chiffres qui vont faire exploser la tête de l'industrie francophone. Et j'ai hâte que ça arrive. En vrai, j'ai hâte que ça arrive parce qu'on va avoir je pense une explosion d'artistes très très fort. Parce qu'en plus en Afrique il y a beaucoup de talent. En tant que créateur de plateforme, est-ce que justement vous êtes déjà en train de voir, vous en êtes tous sur ces marchés? Oui, c'est des marchés qu'on regarde de très très près et sur lesquels on a déjà commencé à travailler parce que c'est des marchés en pleine explosion et qui font des pas de géant. C'est comme, on parle de la carte bleue, mais ils n'en auront jamais de carte bleue. Ils sont passés directement du cash au paiement par smartphone. Donc ils ont fait exactement la même chose. Le CD et le DVD, pour eux, de toute façon, c'était que du piratage. Les labels sont partis. C'est-à-dire que Sony, Warner et Universal ont quitté le Nigeria pour arrêter de commercialiser des produits là-bas et des artistes, et ils y reviennent maintenant grâce au digital parce que c'est plus dur à pirater, parce que c'est facilement beaucoup plus accessible pour les Africains, et aujourd'hui les opérateurs proposent des services de streaming de qualité qui sont vraiment peu onéreux et donc qui permettent quand même vraiment aujourd'hui à de plus en plus de gens d'accéder à de la musique en streaming. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui va arriver pour toi sous combien de temps? C'est ce développement-là en Afrique qui va changer, comme il dit Eden, tout le paysage de l'industrie francophone. Francophone. Enfin, de la musicale, enfin, toute la musique francophone. Ça va tout changer pour ces artistes-là. Je ne suis pas devin, mais je pense que ça va aller très très vite. Parce que je pense que déjà, il y a un gros rapport maintenant qui s'est installé où vraiment il y a les artistes français de musique urbaine vont beaucoup dans les pays francophones en Afrique. C'est assez impressionnant. Il y a des tourneurs qui sont spécialisés là-dedans. Il y a des émissions de radio qui aujourd'hui sur RFI font la promotion des artistes français et c'est assez impactant. Donc je pense que vraiment ça va aller très très vite. Et le fait qu'ils soient revenus, les labels, qu'ils aient ouvert des bureaux au Nigeria, qu'ils aient rouvert des bureaux en Côte d'Ivoire, etc., c'est un signe fort quand même. Ouais, bah, c'est clair, je pense que quand ils ont vu les vues YouTube de Soul King, ils ont mis 2 semaines et ils étaient au Nigeria après, tu vois. Le jour où ça va être converti, bah, ça va être la ruée vers l'or, c'est l'Eldorado, quoi. Oui, c'est déjà aujourd'hui, ça commence déjà pour les labels français, justement, est aussi déjà un peu la ruée vers l'or et l'Eldorado. Ils n'ont jamais autant gagné aujourd'hui d'argent. Ouais. En France, c'est les labels. Bah ouais, mais c'est la culture urbaine qui apporte ça aussi en plus. Et pourtant, c'est vrai que vu que nous, toute la génération qui est dans la salle, je pense, on a tous grandi avec le crash du disque et le machin. Ouais, être artiste, ça fait pas de thunes, machin. Et pourtant, bah, ils sont tellement relevés qu'ils sont allés encore plus haut. Et je sais pas s'ils le disent haut et fort, tu vois, parce que c'est peut-être mieux de rester en zoom, tu vois. Mais c'est vrai que l'industrie se porte très bien grâce au streaming. Et c'est tant mieux, puisque ça permet l'émergence de plein d'artistes et... Alors l'industrie se porte bien et alors les artistes, parce que c'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui, on voit que les labels, et on l'entend et on le sait parce qu'on travaille avec eux, je le sais très bien, ils vont très bien en effet, mais est-ce que les artistes, et notamment les artistes en développement, aujourd'hui, ils arrivent à quand même s'en sortir mieux qu'avant? Parce qu'on a toujours entendu parler que c'était très très dur pour les artistes en développement ou les jeunes artistes d'émerger par le passé, comme tu l'as cité au début. Maintenant, avec les nouvelles plateformes et le fait de pouvoir accéder directement à des communautés, à se créer des communautés, c'est le principe de la monétisation. Est-ce qu'ils arrivent à le mettre en place sans même passer par un label? Moi, franchement, je pense que les artistes, ils s'en sont jamais aussi bien sortis tout seuls qu'aujourd'hui. Ils s'en sortent mieux qu'hier et moins bien que demain, tu vois, je pense. Dans le sens où, en 2002, encore une fois, même si tu marchais bien, si ton album il tournait, déjà il était piraté 25 000 fois, donc tu perdais énormément d'argent. Et enfin, toi et ta maison de disques. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on se disait un peu avant, c'est que moi j'ai des amis qui sont insignables par des labels parce qu'ils s'en sortent déjà tellement bien tout seuls. Genre, ils font déjà tout seuls et ils gagnent déjà tellement d'argent tout seuls que c'est impossible de les signer en fait. Sinon, faut prendre des risques énormes, mais il faut poser vraiment des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, l'industrie est aussi devenue un peu plus frileuse parce que c'est beaucoup plus rapide, les cycles. Il y a quand même eu des cycles courts dans la musique dans les années 80, fin des années 90-2000, où on sortait un single ou un album et ciao. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que vu qu'on a une consommation super rapide,
je pense que les labels, ils sont pas prêts à poser 1 million ou 2 millions d'euros sur un artiste sur la table, et je peux le comprendre, parce que le risque financier est trop grand. Donc, il y a un peu un plafond de verre, je pense, où là, l'artiste en développement, quand lui, il prend déjà plusieurs SMIC par mois dans sa chambre, tu arrives devant Sony, tu fais des rendez-vous qui sont, je pense, assez ahurissants. Tu vois. Moi, à l'époque, avec mon groupe, on avait fait un rendez-vous chez une distrib très connue, et ils ont parlé pendant 2 heures, tu vois. On était là, donc il peut témoigner, un membre de mon groupe. Pendant 2 heures, ils parlent et tout, on les écoute. Et c'était super cool, hein. Le café était très bon. Et 2 heures plus tard, on fait, mais on n'a pas trop compris ce que vous nous apportez, en fait. Et ils nous sortent, on peut manager votre YouTube. On fait, ah ouais, et tout, trop bien. Mais avec quel outil? On fait, bah, les mêmes que vous. On fait, bah, on le fait déjà. Quelle est l'utilité? Elle fait, ouais. Et la discussion s'est arrêtée, en fait, parce que, enfin, je veux dire, je sais pas, nous, on a, je sais pas, une tranche d'âge, on est adolescents, tu vois, on sait très bien se servir de tout ça. Généralement mieux qu'eux, c'est la vérité. Bah, les labels, ils n'ont pas grand-chose à t'apporter, hormis de l'argent, en fait. C'est là où j'allais en venir avec toi, justement, Claude, qui bosse avec différents labels. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, maison de disques, labels, ils ne sont pas dépassés déjà par toutes ces nouvelles plateformes? Ils ne sont pas dépassés parce que déjà ils travaillent avec nous main dans la main, parce que déjà ils sont contents d'avoir des plateformes comme nous qui reconnaissent aussi leur utilité et le travail qu'ils font, puisque nous en fait on les rémunère pour pouvoir utiliser leur catalogue musical, donc on rémunère les artistes indirectement à chaque contenu qui est créé sur la plateforme, donc ça c'est important. Donc eux, je pense qu'ils cherchent vraiment un endroit pour travailler avec les plateformes. Il y en a avec lesquels ils ont un peu plus de mal parce qu'ils ne s'y retrouvent pas financièrement. C'est vraiment ça le cœur de métier d'un label, c'est comme de faire de l'argent. Et donc à un moment donné, tous ceux qui utilisent la musique ou qui détournent la musique ou qui se servent de la musique comme quelque chose d'impactant mais qui n'est pas rémunérateur pour eux, bah, ils les regardent d'un mauvais œil, ça c'est sûr et c'est normal. Après, eux, ils cherchent de toute façon aujourd'hui à s'accrocher aux nouvelles technologies. Ils ont raté le premier virage d'Internet, quand même. Ils sont bien plantés. Très bien ratés. Il y a des labels aujourd'hui en France qu'on ne citera pas, mais qui développent à peine leur pôle influence, leur pôle réseau. Non, on les nommera pas. On les nommera pas, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas justement toutes ces tendances-là. Et même tout à l'heure, tu disais, même TikTok, moi je ne connais pas, je suis dépassé. Pourtant, on est aussi jeune. Ouais, c'est pour ça que je peux pas blâmer les labels. Tu vois, j'ai 23 ans, je suis déjà un vieux con, tu vois. J'ai vu TikTok. Après, c'est leur métier, ils sont payés pour connaître. Mais... Ouais, tu vois. Non, mais c'est vrai que ça va vite dans le sens où les jeunes, enfin, je me considère quand même comme un jeune, hein, mais du coup, je veux dire nous. Yes. Ça me fait du bien. Et tu vois, genre nous, je pense qu'on sait manier très vite des outils qu'on nous met à notre disposition, donc n'importe quelle application. Et c'est vrai que les trucs par exemple de TikTok, donc là avec Lil Nas X, je pense que c'est la plus grosse histoire qui est pour l'instant avec une application, tu vois. D'accord. Oui. Ouais, bah, c'est monstrueux, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Je sais pas si tout le monde est un peu au courant dans la salle, mais ça a été le numéro 1 Billboard là pendant ce mois-ci, quoi, grosso modo. Et en fait, à la base, c'est parce qu'il était sur TikTok et c'est un rappeur dont tout le monde se foutait, inconnu de ouf. Et il a fait un challenge sur un truc de country. Ouais. Et en fait, il a fait du coup un morceau pour TikTok. Et le truc a été tellement viral qu'il a été propulsé devant Drake. Et ils l'ont carrément sorti du Billboard du coup. Et ils ont dû le sortir du Billboard, et ce qui a fait une grande histoire aussi. Ouais. Et mais du coup, bon, déjà c'est bien parce que ça pose plein de questions sur les genres musicaux hyper intéressants, parce que ça fait crisser toute l'Amérique bien raciste, en mode comment ça, lui fait de la country, c'est un truc de blanc, un noir qui fait de la country, enfin ils ont pété un câble. Numéro 1. Et c'était trop bien, ça c'était génial. Et surtout, c'est trop bien parce que tu peux faire émerger un mec avec un hashtag. Ouais. Tu vois. Et je veux dire, ce qui est ouf, c'est que je ne cite pas de label, mais un label ne peut pas créer ça. Un label aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi dans le métier dans leur métier, c'est on peut pas prévoir une réussite. On peut tout faire. On peut te mettre en première page des Inrocks, on peut mettre 40 000 € sur la table pour de la communication. Si les gens ils s'en foutent de toi, ils s'en foutent. Si t'intéresses pas les gens, c'est cool, tu vas faire 2-3 likes de plus, mais tu seras pas un phénomène. Et ce que les labels n'arrivent pas à capter pour l'instant, et qu'ils n'y arriveront pas malheureusement, c'est que dans la viralité, je pense qu'il faut un truc super spontané et naturel, que tu peux pas reproduire à l'infini comme un schéma. Et du coup, ces nouvelles applications, elles permettent à l'émergence d'artistes qui ont, entre guillemets, rien demandé. Et c'est ça que les gens veulent aussi. C'est des gens comme eux, en fait.
qu'on qu'on n'attendait n'attendait pas pas, du tout. Même là dernièrement, un rappeur Sosomanes qui lui-même dit je suis pas rappeur. Il Ouais. dit je suis un gars de quartier qui sait rapper. Mm. Mais justement, lui il sort totalement de nulle part. Internet l'a fait exploser. Aujourd'hui, les maisons de disques lui courent après. Et les labels Ouais. lui courent après. Justement, ça sort encore une fois de nulle part grâce à des plateformes comme Thriller. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est impressionnant aujourd'hui quand je vois d'extérieur les artistes sont capables de faire avec rien. Ouais, en fait, aujourd'hui, les tendances YouTube, c'est le plus gros vecteur de réussite dans la musique. Il y a MHD, Django, enfin, il y a plein de noms à citer. Tu passes en tendance, bah ok, tu deviens un phénomène direct. Et là, Universal, ils prennent le téléphone et ils appellent directement l'artiste parce que tu deviens un phénomène instant. Et genre, hier, personne te connaissait, tu travaillais chez Deliveroo. Le mois prochain, bah, tu gagnes plus qu'un cadre, en fait. Du coup, évidemment que les labels, ils veulent essayer de rattraper ça. Ils sont venus te chercher quand, toi, Claude, les labels? Ils ont compris quand, justement, qu'ils avaient besoin de toi pour faire évoluer leurs nouveaux artistes? Alors non, ils sont pas venus nous chercher. Nous, on est allé leur parler dès qu'on a lancé la plateforme et qu'on a décidé d'ouvrir le réseau social Thriller. On allait leur parler pour pouvoir utiliser légalement leur catalogue. Donc c'est nous qui avons commencé par leur faire des chèques. Vous êtes les seuls Pour aujourd'hui, pouvoir travailler justement, avec eux. à rémunérer les artistes On est directement. les seuls via à la avoir plateforme. signé des contrats internationaux, donc monde, avec l'ensemble des majors de l'industrie, que ce soit Warner, Universal, Sony, que ce soit donc, sur leur production et sur leur distribution, donc, ce qui nous permet d'utiliser légalement leur catalogue. Mais pour ça, on les paye. Donc nous, on a commencé par les payer pour leur montrer qu'il y avait pour eux aussi un intérêt à utiliser ces nouvelles plateformes et à s'intéresser à ces nouveaux modes de consommation de la musique. Et au final, aujourd'hui, on voit que ces labels vont dans l'autre sens, nous rémunérer, nous, pour faire la promotion d'artistes qui souhaitent développer, ou même d'artistes extrêmement développés. Donc on fait des campagnes sur des artistes plus ou moins connus, ça dépend. Mais ils restent encore très frileux, quand même, sur ces applications-là aujourd'hui. Ça dépend des bureaux et ça dépend des pays, ouais. Voilà. Et la France, justement, quand tu parlais des pays, la France, on a... Toi qui as voyagé, justement, parce que tu as fait quand même plusieurs pays pour le développement de TikTok, de Thriller, excuse-moi. Non, Aïe, aïe, aïe. Une flèche. tu sors. Et justement, toi qui as fait différents pays, comment se positionne la France par rapport à ces nouvelles plateformes? Alors en fait, la France, c'est assez surprenant. En fait, ils sont très 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 intéressés. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils trouvent ça génial et tout. Ils voient ce qui se passe côté US. Donc ils veulent, mais ils y vont vraiment quand même de manière assez frileuse. Après, il y a des labels qui sont un peu moins, on va dire, gros que Universal ou Warner ou Sony, notamment 6 et 7, qui eux par contre se disent bah voilà, nous il faut qu'on ait un facteur différenciant par rapport à ces mastodontes qui existent déjà, il faut qu'on aille chercher d'autres moyens de communiquer et d'autres moyens d'attirer des communautés. Et donc eux finalement c'est les plus réactifs. Aujourd'hui on a des labels comme Believe qui sont hyper actifs, donc c'est des labels de PNL qui sont hyper créatifs dans leur manière de communiquer. Et ils cherchent même à travailler avec des plateformes. On voit des choses assez hallucinantes en termes marketing qu'ils inventent de ce côté-là, qui ne sont pas inventés dans les majors, comme on dit, mais qui sont inventés par justement les challengers. Tu as un petit exemple, justement, d'un challenge qui a été créé comme ça dernièrement et qui a... Non, mais j'ai des exemples d'idées. Enfin, on a parlé, je pense, assez de challenge, mais on a des idées de création dans des labels type, justement, la Believe, on reparle de PNL 2 secondes. Ils ont fait une opération avec Uber, c'est incroyable. Enfin, Ils ont même Instagram, là, avant-hier, avec le filtre. Ils ont ressorti un deuxième filtre, là, ouais. Ouais, bah il est moche, mais c'est une bonne idée. Mais ça fonctionne très bien. Ouais, ça Instagram, fonctionne très bien. Snapchat, ouais, ils ont Ouais, réussi à mettre des filtres. Ouais, non, franchement, c'est des bonnes OP, tu vois. Et je pense qu'ils sont. De toute façon, ils sont au taquet sur tous les trucs Ils sont novateurs. qui sont novateurs. En vérité, c'est juste que ça va tellement vite. Et moi, je m'en suis pas rendu compte avant de travailler dans un label, c'est que, en fait, quand t'es un gamin de 14, 16, 18, 20, bah, tu te rends pas compte à quel point tu manies super bien les réseaux sociaux et tu manies certainement beaucoup mieux les réseaux sociaux qu'un chef de projet ou que quelqu'un. Et tu vois, moi, la première fois que je travaillais avec des gens, bah, je me suis dit, mais en fait, ils savent pas du tout utiliser ou comment dire ou bien parler. Tu vois, si tu leur demandes de mettre un emoji, et c'est la mort, tu vois. Ah, Enfin, quand te mettre un truc Samsung atroce, tu fais bouge, tu fais quoi là, tu vois. Non, mais je suis d'accord, et c'est pour ça qu'on est revenu tout à l'heure sur ça, sur le fait que ceux qui vous accompagnent quand vous êtes en développement, les labels, les maisons de disques, comme Claude le disait, ils ont raté le premier virage d'Internet. Là, ils sont en train de le rattraper petit à petit. Mais c'est vrai que c'est dérangeant pour un artiste qui est en développement d'arriver dans un espace de travail où les personnes avec qui tu collabores ne sont pas forcément plus agiles avec les réseaux, quoi. Surtout que les réseaux, pour moi, de plus en plus, c'est un prolongement de la personnalité artistique. Je veux dire, chaque artiste a une manière de communiquer et il y a plein de codes dans sa manière de communiquer que nous on capte pas, tu vois, mais
Par exemple, bon, on va pas reprendre PNL 25 fois, tu vois, mais Booba, on sait on voit les Instagram qu'il fait. Si demain il fait, si demain Booba il commence à mettre un tweet un thread de 40 pages en écrivant super bien, en se foutant de la gueule de personne, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Ouais. Tu te dis ouais, il a embauché un CM, tu vois. Mais c'est con, mais c'est comme ça que Booba il communique actuellement, et tu vois son Instagram, je suis sûr qu'il y a un tiers de l'Insta, les gens ne l'écoutent pas. Ça doit être je sais pas, des francophones qui connaissent Booba, évidemment, parce que tout le monde connaît Booba quand t'es francophone, tu vois, mais qui doivent pas écouter forcément sa musique. Je suis pas sûr qu'ils écoutaient Arc-en-Ciel qui est sorti aujourd'hui, tu vois, mais ils écouteront pas. Mais par contre, ils tapent des grandes barres, tu vois, et ils sont très contents de voir qu'il va se taper avec Harris, tu vois. Ouais, justement, on va parler après rapidement justement des réseaux par rapport à ce que ça peut emmener justement à des histoires comme celle-ci qui sont pas forcément les meilleures. Mais juste avant, justement, Booba aujourd'hui, je sais plus exactement où je voulais aller, donc on va directement parler de l'autre sujet. Je sais plus ce que je voulais Très dire. fort. Donc c'est pas mal. Mais en gros, voilà, est-ce que justement les réseaux sociaux vont pas emmener sur des dégâts comme ça, Booba, Caris, sans Instagram, sans des réseaux? Ça existe depuis très longtemps, avant même les réseaux Bien sociaux. sûr, mais beaucoup Ça plus en vient d'aller interne. beaucoup plus loin, et pour le moment, ça reste soft. Franchement, ouais. Ouais, mais ça existait avant, que ça peut être dans des quartiers hauts, tu tapes ou ils se tirent dessus dans des quartiers, ce qui s'était fait bien avant aux États-Unis ou ailleurs. Mais sauf que des gamins de 12 ans n'avaient pas accès à ça, ou des gamins de 8 ans n'avaient pas accès à ça. Aujourd'hui, Ouais, mais l'artiste était mort. ouais. Là, ils ont cassé un magasin, quoi. Oui, non, mais c'est l'image justement, c'est l'image des réseaux. Tu vois, tu dis ils ont cassé un magasin, c'est pas grave. Par rapport à la mort de Tupac et Biggie, Non, mais oui, mais c'est grave, pas ça où je veux raison. aller. Moi, c'est où je veux aller, parce que justement, les réseaux, c'est génial, oui, mais l'image, justement, que ça enlève avec un artiste de 42 ans comme Booba, justement, là, qui sur les réseaux fait des conneries. Est-ce que c'est bien, justement, toutes ces plateformes-là aujourd'hui? Est-ce que ça n'attire pas aussi que des. Je pense évidemment il y a ses dérives, il y a ses avantages et ses inconvénients, mais là je pense que pour Booba et Caris, franchement ils ont gagné, hein. Ils vont prendre de l'argent en se tapant 2 minutes, ils vont pas se tuer sur le ring, enfin, je pense, et j'espère. Et tout le monde parle d'eux, en vrai ça fait une promo de ouf, tu vois. Moi franchement il y a quand même un moment où je me suis dit non mais en fait c'est organisé, tu vois. Il y a un moment où je me suis dit, se poser la question. Je me suis demandé, j'ai fait c'est trop, tu vois. Bon après je pense pas quand même, je pense pas que ça soit aller jusque là, ou alors ils sont très malins, mais je pense j'ai pas vu énormément de dérives en fait. Bon en France il y a pas trop de violence entre rappeurs, donc c'est très très rare, tu vois. C'est pas comme aux États-Unis où il y a C'est encore pas comme aux eu des morts États-Unis où tu vois dernièrement. Nipsey il se fait je sais plus qui se fait tirer dessus Nipsey la semaine dernière. Nipsey il est mort il y a 2 mois, tu vois, et c'est pas à cause des réseaux, c'est juste parce que c'est violent. Moi je pense que les réseaux ça montre le pire et le meilleur de l'humanité, et je pense qu'on peut pas blâmer et j'ai même pas l'impression qu'il y a une escalade de violence. Oui, mais ça court quand même, ça court tout le temps en permanence après un buzz, ça court en permanence. Ah ouais. Mais c'était déjà le cas avant, en vrai. C'est juste que vu que les gens ils avaient pas accès à l'information aussi vite, tu vois, regarde, on peut prendre 50 et Kanye, ils s'étaient embrouillés déjà sans même les réseaux, et ça avait déjà fait une escalade de buzz, et ça avait profité aux deux marketingment parlant pour l'album, tu vois. Donc je sais pas si. Donc pour toi il y a pas de point négatif avec toutes ces plateformes? Non, il y a des points négatifs, mais c'est les points négatifs de l'humain en général, tu vois ce que je veux dire. Qui sont ressortis sur les réseaux comme voilà. Pas que avec la musique, c'est les problèmes des réseaux sociaux en général. Et puis le fait de laisser les gens créer du contenu, etc. Ça laisse la liberté à tout le monde de s'exprimer de manière plus ou moins violente et de plus ou moins directe et adaptée. Donc ça, malheureusement, c'est pas forcément que l'univers de la musique qui a des côtés sombres sur les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux, et comme tu l'as dit très justement, en fait, c'est le reflet un peu de la société dans son ensemble, malheureusement. Et surtout que chaque réseau, c'est marrant, a un peu sa spécificité, tu vois. Si tu veux voir des membres découpés, tu vois, sur Twitter, tu vois, mais t'auras pas ça sur Insta, et sur Facebook, c'est le monde des bisounours, tu vois. Donc voilà, je pense que tout a un peu sa place, et chaque artiste a sa manière de communiquer en plus sur chaque réseau par rapport au public qui cible. Tu vois, Twitter, c'est des fous dangereux, c'est là où t'as les ah ouais, non, mais les mecs, c'est des oufs, tu vois. Genre, si tu veux te faire insulter, tu regardes Twitter, tu vois. Si tu veux de l'amour, tu vas sur Facebook, parce que sur Facebook, c'est des gens qui sont abonnés à toi, et en plus, c'est leur vrai nom, prénom. Du coup, ils t'insultent beaucoup moins. Ils ont un peu plus peur. Parce qu'on voit qu'il a 13 ans et on sait où il habite. Donc, généralement, ils t'insultent moins. Alors que sur Twitter, le mec, il t'incendie. Et sur Insta, c'est encore autre chose, tu vois. Donc, c'est marrant parce que chaque outil a sa façon propre de communiquer pour un artiste. Et je pense que les dérives, elles viennent juste de l'artiste en lui-même et non pas du réseau social, tu vois.
Avant d'enchaîner sur les questions, les petites questions-réponses qu'on va faire du coup avec le public, comment toi tu réagis justement aux haters sur Twitter, justement, les gens qui t'agressent? Bah, Est-ce que tu réponds ou est-ce Ouais, que je leur toi, réponds. tu réponds? Tu vois, on va rigoler, tu vois, en vrai. En vrai, moi je bloque jamais. Alors j'ai déjà bloqué des gens juste quand c'est voué à vraiment me faire du mal à ma personne, tu vois. Quand c'est que de la méchanceté pure, tu vois, je me dis, vas-y, je vais pas lui répondre, je sais pas le temps. Mais quand c'est des gens, tu sais, qui te piquent un peu, qui viennent te chercher, c'est le jeu, bah vas-y, je vais rigoler avec eux en vrai. Je pense qu'il faut prendre du recul avec ça, que les gens, même quand ils crachent de la haine, tu vois, dans mon cas, ils crachent de la haine sur Eden Dillinger, tu vois, mais pas sur ma personne à moi parce qu'ils me connaissent pas, tu vois. Donc ça me dérange pas tant que ça. En vrai, je pense, même je suis plutôt content en vrai. Enfin, Ça crée encore une fois de la ouais. communication directe. Et j'en ai pas tant que ça. Honnêtement, je pense que vu que je suis plutôt cool, tu vois, et que bah, j'essaie pas de trop me prendre la tête ou de me prendre pour quelqu'un que je suis pas, bah, j'ai pas tant de gens que ça qui veulent ma mort, tu vois. Heureusement. Heureusement. Merci déjà à tous les deux. Merci à toi. Merci. On va également passer aux questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a un autre micro qui est prévu ou pas besoin de micro. Non. Très bien, on va faire comme ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui vient d'être dit par Eden et par Claude, justement sur les différentes plateformes ou le développement d'artistes? Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur... vous avez parlé des streams sur Spotify qui sont comptés différemment. Est-ce que vous pouvez réexpliquer ça? Compter différemment, c'est-à-dire Premium. Ah oui. C'est ça, ouais. Je pense que c'est par rapport au freemium, premium où il y a... Et le comptage des albums, je te laisserai revenir dessus parce que tu as l'air quand même plus calé. Freemium, premium, c'était pendant toutes ces dernières années un abonnement qui a été gratuit. Toi, tu écoutais par exemple le son d'Eden 10 fois, c'était comptabilisé 10 fois. Aujourd'hui, tu as un abonnement que tu ne payes pas, c'est comme si tu n'avais pas écouté Eden, en tout cas pour ses stats à lui, pour ses chiffres. Dans les classements Snap, hein. Je veux dire, si tu l'écoutes 10 fois, sur ma page, il serait écouté que tu l'as écouté 10 fois, c'est pas un souci. Néanmoins, dans les classements Snap, donc propres à la France, ils prennent pas ça en compte. Et sur ton compte en banque, ça sera pas pris en compte aussi. Ah si. Si, tu vas gagner la même chose. En fait, tout ça, ce n'est que pour le disque d'or. Ok, Ouais. d'accord. On n'est que la course au disque d'or ici. Hein. Tu vois, on parle que de ça. Et rappelle-nous justement d'ailleurs par rapport au disque d'or, les chiffres, l'évolution aussi. Mais tu gagnes autant, c'est 50 000 le disque d'or, tu vois, et faut convertir ça. Donc un CD vendu, ça fait une vente. Et par contre, pour faire une vente avec le stream, il faut 1500 écoutes de gens qui ont l'abonnement. C'est beaucoup quand même. Moi personnellement, je trouve ça énorme. Donc je pense que ça, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'ils ont fait ça pour contrer l'achat de stream, tu sais, avec les bots qui font tourner des iPhones dans des cages, super drôle. Je pense qu'ils ont fait ça pour ça, parce qu'évidemment, ils n'ont pas acheté des abonnements premium pour tous les bots, parce que ça coûte très trop cher. Mais du coup, c'est un peu drastique comme méthode. T'en penses quoi, toi, Claude, du coup Non, nous on n'est pas concernés. Nous en fait, non. Par contre, je trouve qu'en effet le calcul, c'est un calcul propre à la France déjà en ce qui concerne les disques d'or. C'est vrai que le fait d'avoir remixé comme ça la manière de redistribuer les disques et les récompenses, c'est un peu bizarre. Et je pense pas que ça serve vraiment l'industrie et les artistes. Il n'y a pas de logique, à mon sens. Je n'ai pas encore compris à quoi ça servait. Moi, je trouve ça bizarre qu'ils fassent ça dans leur coin en fait. Je trouve ça bizarre que ce soit pas quelque chose de plus malléable en fait, et que ce soit plus des règles qui tombent tous les 8 mois, totalement tu sais pas trop comment ils ont calculé ça, sur quelle base, sur quoi ils se posent, parce que c'est quand même assez important quand même, hein, c'est bête mais voilà, on en parlait tout à l'heure, les gens ils consomment beaucoup avec leurs yeux, tu vois, la musique malheureusement, et avoir un disque d'or, les gens ils vont se dire le projet il est bien, donc et quelqu'un qui a pas un disque d'or parfois, si c'est une tête d'affiche, on va faire un raccourci, on va dire le projet il était nul, tu vois, alors que c'est pas forcément le cas, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer qu'un album ne l'atteigne pas, mais voilà. Est-ce qu'on peut parler justement de ton beau projet là que tu as par rapport à ton image avec les réseaux sociaux, le projet que tu voudrais faire avec... Ah ouais, putain, oui. J'aurais pas dû en parler? Ouais, non, mais c'est vraiment un projet, c'est vraiment un œuf, tu vois. Ouais, mais je trouve que c'est un beau projet d'utiliser justement sa communauté pour des sujets qui sont aussi sensibles en ce moment. Ouais, moi il y a un truc cool que j'aimerais faire. Je l'annonce, mais peut-être je vais totalement échouer dans 2 ans. Pour tous peut-être dire, qu'ils vont tous t'aider pour le il hashtag. a bien échoué. Tu vois. Ouais, peut-être qu'ils vont mettre un hashtag et pouvoir. Non, mais ça, je pense que malheureusement, je sais pas si la force de ma communauté sera suffisante, tu vois. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est con, mais vu que je sais pas si pour ceux qui me connaissent dans la salle, je joue beaucoup sur l'animal le requin. Et moi j'ai un oncle qui est là-dedans, donc c'est un peu plus simple, mais je voulais interpeller Sea Shepherd et la WWF pour genre aller nager avec des requins pour montrer que c'est un animal qui est pas si dangereux que ça, tu vois. Et que ça m'interpellait qu'on
qu'on les massacre autant, tu vois. Donc, te servir de ta communauté pour vraiment faire passer un message au-delà du premier message qui est justement ton côté, ta musique. Oui, je suis un rappeur conscient, ouais. C'est bien. C'est bien. Quand tu dis ça, est-ce que tu vises des gens aujourd'hui? Non, pas du tout, non. Non, du tout. Non, je suis très engagé. Non, mais voilà, c'est une idée parmi tant d'autres, tu vois, mais je pense que tu peux faire des trucs cool sans être rébarbatif ou chiant, tu vois, parce que je pense que, voilà, les messages sur les requins, je pense que la plupart des gens ici, on en a rien à foutre, ils voient ça sur YouTube et je comprends totalement. Après, si t'amènes ça de manière cool, avec quelqu'un que t'aimes bien, un truc un peu fun qui te parle un peu plus, bah, je pense que ce sera déjà plus sympa. Utiliser son image Voilà, en envoyant des à bon escient, tu vois. T'as bien raison. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est tout calme, là, c'est bon. Est-ce que Claude, tu vas ajouter quelque chose, par exemple, sur la création, sur Thriller, sur... Non, je pense que ça va aller. Je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour de la question sur les sujets du soir. Est-ce que Eden, on peut parler, on peut dire que ton projet va bientôt arriver? 2 ans de travail déjà pour ce projet? Ouais, déjà 2 ans. non, mais ouais, il y a un album qui arrive. Et en attendant, le mercredi prochain, je sors. Là, j'ai sorti une série de freestyle qui s'est terminée hier. Rendez-vous sur la chaîne YouTube. Hier, ouais. Et du coup, ça sort mercredi prochain sur les plateformes. Il y a un titre en plus dessus. Ça s'appelle Offshore. Puis c'est bien. Et on t'attend du coup avec ton prochain album. Ouais, avec un album. Parce que là, c'était vraiment des freestyles. C'est des trucs que j'avais sous le coude. Et c'est vraiment des freestyles, de l'ego trip, quoi. Et l'album, c'est pas du tout pareil. Du coup, je voulais me faire plaisir et sortir ça. Et voilà, là pour l'instant le prochain truc qui arrive du coup sera l'album. On te souhaite beaucoup de réussite du coup pour ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci d'être venu. Merci Claude. Merci à tout le monde en tout cas. C'était cool. Merci à vous.